Bonsoir à tous, bienvenue sur France 3 Côte d'Azur pour ce journal du vendredi 26 juillet. À la une, ces opérations de contrôle menées en mer aujourd'hui par les services de l'État dans les Alpes-Maritimes. Et on va voir que les mauvais conducteurs ne sont pas seulement au volant des voitures. L'église Saint-François à Nice est en cours de réfection. Nous aurons le privilège de monter dans la tour plus haut point de vue de Nice. Elle sera désormais ouverte au public. Événement ce week-end à Beaulieu-sur-Mer, le Festival des Nuits Guitares accueille demain les Jacksons en tournée mondiale. Nous serons en direct avec l'un des organisateurs, Cyril Foucault. Sur les routes, les plages, dans les hôtels, l'été, l'augmentation de population sur la Côte d'Azur se ressent aussi sur l'eau. La Méditerranée, très fréquentée, fait comme les routes l'objet de contrôles, opérations des services de l'État aujourd'hui pour la bonne application des règles de navigation, mais aussi, moins connues, des règles de préservation de l'environnement. Véronique Varin, Éric Jacquet. À peine sortis en mer, les contrôles commencent. Car comme sur la route, sur l'eau, les contrevenants pullulent. On est dans une zone qui est limitée à 10 nœuds. Tout l'armement de ce plaisancier est conforme, ses papiers également, mais donc pas sa vitesse. Vous étiez à 23 nœuds. Donc c'est une journée d'information. Donc là, vous avez un avertissement. Quand on voit le nombre du Luberlu qui circule dans le coin, je peux vous dire que... Et la circulation qu'il y a, non, pour moi ça me choque pas. Hein. Beaucoup de plaisanciers en infraction trouvent effectivement ces contrôles justifiés. Mais sur le littoral azuréen, si le trafic intense accroît le risque d'accident, le dilettantisme aussi. On part de très loin, surtout que ce département il se singularise par le fait qu'on ait une plaisance de gens qui sont très très faiblement amarinés. Et donc ils ne préparent pas du tout leur sortie, ça se traduit par de nombreux problèmes. Les réglementations récentes en matière de protection de l'environnement sont particulièrement méconnues. L'anse de l'argent faux est maintenant interdite aux navires de plus de 20 mètres qui font des dégâts supérieurs au niveau de leur ancre. Donc pour protéger la Posidonie, on réserve ces endroits aux navires de moins de 20 mètres. Et pour la première fois, j'ai dit je vais faire visiter au fils du propriétaire cet endroit-là et on n'a pas le droit. Je ne savais pas. Les différentes autorités maritimes mènent très régulièrement des contrôles, notamment près du littoral. Des missions préventives comme aujourd'hui, mais aussi répressives, pour que la mer ne soit pas perçue comme un espace sans règles. Et encore des contrôles de la qualité de l'eau de baignade cette fois. Ils ont permis de détecter la présence d'un taux anormal de bactéries E. coli sur une des plages de Boulouris, quartier de Saint-Raphaël. Sur la plage Arène-Grosse, la baignade est donc interdite depuis hier et les contrôles sont désormais quotidiens. Francis Mallory, Jean-Paul Bierlein. Un ruban, des barrières et un arrêté municipal pour signaler que toute baignade est temporairement interdite dans cette petite crique qui jouxte le port de Boulouris. Nous, on se rend compte que ça coule vraiment quand il y a des grosses pluies d'un seul coup. Oui. On pensait que c'était d'ailleurs des évacuations de... Non, c'est l'estuaire d'un cours d'eau. Donc effectivement, ça peut, comme vous avez des propriétés qui le bordent, vous pouvez simplement avoir parfois une tension sur le réseau d'assainissement lorsque vous avez des pluies qui sont assez fortes. Et donc c'est une plage qu'on contrôle un peu plus que les autres. Pas d'affolement donc, simplement des mesures de précaution indispensables, surtout en pleine période estivale. On s'est baigné juste avant que les barrières soient installées et on n'avait rien constaté du tout. Quand il pleut ici, toutes les eaux urbaines, ça descend dans la crique fermée. Alors c'est vrai que c'est peut-être pas toujours prudent de se baigner après. Depuis cette alerte, les contrôles sont devenus quotidiens. La qualité de l'eau ne cesse de s'améliorer. Mais pour éviter toute complication, la municipalité a décidé que tant que les normes de bactéries seront dépassées, la baignade sera interdite. Et puis 300 personnes ont été évacuées de la plage de Carras à Nice en milieu d'après-midi. Une baigneuse avait découvert 2 objets suspects dans l'eau à environ 1,50 m de profondeur. Un périmètre de sécurité, vous le voyez, a été établi et les démineurs ont finalement découvert 2 cylindres inertes, un en béton, l'autre en acier. Le périmètre a donc été levé vers 18 h et tout est rentré dans l'ordre. L'actualité, c'est aussi l'alerte lancée par le syndicat FO pénitentiaire. Il demande aujourd'hui une fouille générale de la maison d'arrêt de Grasse. Parmi les éléments déclencheurs, des lames de scie à métaux retrouvées dans un paquet. 2 autres colis lancés depuis l'extérieur dans l'établissement n'ont jamais été retrouvés. Clément Fourcade, Benoît Lotte.
En 2 jours, 2 incidents à la maison d'arrêt de Grasse. Mercredi, 7 lames de scie à métaux ont été retrouvées par les gardiens dans un sac abandonné. Le lendemain, 2 surveillants ont été victimes de projections d'urine et d'excréments. Force ouvrière estime que certains détenus n'ont pas leur place ici. À la maison d'arrêt de Grasse, qui est un établissement type, donc maison d'arrêt, qui n'a pas vocation à recevoir des détenus condamnés à de lourdes peines, nous avons néanmoins quelques détenus qui ont des longues peines à effectuer. Nous avons des détenus qui sont présents pour lien avec le grand banditisme, des détenus présents en association avec le radicalisme terroriste. Voilà. Donc des détenus dangereux, candidats à l'évasion, nous en avons à Grasse. 2 sacs projetés au-dessus des murs le 9 juillet dernier n'ont toujours pas été retrouvés. Les surveillants qui craignent une évasion demandent une intervention rapide. Force ouvrière a demandé des mesures d'urgence, à savoir la première, c'est une fouille générale de l'établissement, avec appui de nos équipes régionales d'intervention et de sécurité et avec appui de chiens détecteurs d'explosifs. Seconde mesure, nous demandons le transfert en urgence des détenus les plus dangereux de cet établissement, ceux qui pourraient potentiellement être candidats à ce projet d'évasion. Ça, c'est la seconde mesure. Et enfin, troisième mesure, on demande une sécurisation des zones par lesquelles on peut être opéré ces projections, à savoir la zone extérieure du grillage qui a été découpé pour projeter et les zones cours de promenade par lesquelles, au travers desquelles parfois les détenus passent pour récupérer les colis qui auraient été projetés. Les cellules appartenant aux détenus les plus dangereux ont été fouillées. 2 téléphones portables ont été trouvés. Rebondissement dans l'affaire Hélène Pastor, le gendre de la milliardaire monégasque assassinée Wojciech Janowski, condamné donc comme commanditaire, vient de porter plainte contre son ancien avocat, Éric Dupond-Moretti. Il estime qu'à la fin du procès, son défenseur a publiquement reconnu sa responsabilité sans son accord. C'est devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône en octobre dernier. Toutes les infos sont sur notre site paca.france3.fr. Il faudra encore attendre pour que Jim Ratcliffe soit officiellement propriétaire de l'OGC Nice. L'audience devant la DNCG à Paris, étape obligatoire, a été repoussée hier par manque de documents. Ce ne serait pas grave si le mercato ne s'en trouvait pas bloqué pour le club. Le point avec Clément Fourcade. Le feuilleton estival de Jim Ratcliffe n'est pas terminé. En cause, un rendez-vous annulé devant la DNCG. Le gendarme financier de la Ligue de football devait valider la solidité du projet de reprise du milliardaire britannique. Certaines pièces manqueraient au dossier. Conséquence, en plein mercato, le gym ne peut recruter aucun joueur. Une nouvelle audience devant la DNCG est à l'étude pour le 31 juillet. L'OGC Nice n'est donc pas en mesure d'afficher ses nouvelles ambitions. Le mercato se termine le 2 septembre. La star du pâté en croûte, champion du monde en titre, Daniel Godet, était à Golfe-Juan ce matin en démonstration sur une plage privée, l'un des établissements qui a ouvert il y a quelques semaines sur l'ancien emplacement de Tétou. Tous les événements sont bons pour lancer la saison dans ce secteur resté inexploité pendant plus d'1 an en raison d'une application du décret plage particulièrement compliquée. Olivier Chartier-Delegue, Frédéric Tissot. On étale bien. Face à la mer, à Golfe-Juan, il a installé son plan de travail, les pieds dans le sable et les mains dans la pâte. Ce touriste est une vedette internationale, traité comme une star en Chine ou au Japon. Daniel Godet est le champion du monde du pâté en croûte. On emmène de tous 3 fois en fait, pour que quand on coupe, il y ait une mosaïque, on voit tout. Même en vacances d'été en Méditerranée, il est sur la croûte toute la sainte journée. Ce travailleur acharné est incapable de s'offrir une plage de repos. Donc il y aura du riz de veau qui a été braisé légèrement. Il y aura de la volaille de Bresse, du foie gras, de la pistache, du canard et du foie gras. Une lente et minutieuse préparation. On referme le tout comme un coffre au trésor. Et là on va bien chercher sur les côtés aussi. Un passage au four. Et voilà le travail. Sous la croûte, le chef-d'œuvre. Une mosaïque de couleurs et de saveurs. Sur la plage de Golfe-Juan, le chef est inspiré. Il mijote déjà sa prochaine création, un pâté en croûte aux saveurs de la mer. Des poissons de la région, et à base de bouillabaisse. Donc il va y avoir un petit goût safrané, quelque chose qui va être doux, mais avec une sauce assez relevée, pour faire voir que c'est la bouillabaisse. Sur la plage, Daniel Godet partage volontiers son fameux pâté en croûte. On l'a goûté. Un plaisir de table nettement supérieur au pâté de sable. Direction Nice où on va monter dans la plus haute tour de la ville, la tour de l'église Saint-François. L'ensemble est en cours de réfection et la tour sera désormais ouverte au public pour lui offrir un point de vue unique sur la ville. Ariane Masseglia, Nathalie Morin. Construite au XIIIe siècle, elle culmine au-dessus du Vieux-Nice qu'elle contemple du haut de ses 42 mètres. Un point de vue exceptionnel qu'il n'avait jamais été donné au public de contempler.
Lorsque vous êtes là-haut à 42 mètres, vous avez une vision à 360 degrés et vous comprenez toute l'histoire de la ville. Depuis le château, depuis Cimier, depuis le triangle du Vieux-Nice, depuis le franchissement par les ponts sur le Paillon, on comprend toute la ville. Et il était indispensable que les Niçois, mais aussi les touristes, puissent accéder à cet endroit extraordinaire. Surélevé 2 fois, au XVIIe et au XIXe, pour finalement recevoir la 2e grande horloge communale, l'ancien escalier qui raconte son histoire sera préservé et un immense escalier hélicoïdal prendra place en son cœur. Une démarche de rénovation similaire à celle de l'église et du couvent des franciscains, dont elle était à l'origine un élément indissociable. Nous entamons les études pour savoir comment ce lieu va pouvoir être aménagé et surtout garder témoignage des différentes époques, puisque je rappelle que ce lieu fut alternativement évidemment une église, puis une glacière, puis un cinéma, une boîte de nuit. Si l'église et le couvent des franciscains resteront encore fermés pour travaux pendant quelques années, il n'en est pas de même du campanile de la Tour Saint-François, qui sera accessible au public à compter des Journées du patrimoine en septembre. Et vous pourrez aussi découvrir à l'occasion de ces Journées du patrimoine l'atelier communal de restauration de livres anciens de Nice. Vous ignorez d'ailleurs peut-être son existence. Les livres des bibliothèques passent par cet endroit où l'on peut, le cas échéant, les dorer à leur fin. Nathalie Morin, Jamel Mouaki. Dès l'entrée, le ton est donné. Ici, une presse à percussion de Gutenberg. Là, un ancien massicot du 19e siècle. Nous sommes dans l'imprimerie communale de Nice, mais dans un atelier hors du temps où tout se fait encore à l'ancienne. À chaque poste, un savoir-faire nécessaire pour restaurer les livres anciens. J'enlève la couture existante et je débroche chaque cahier pour que le livre devienne complètement défait, comme ça. Dans ce service, 6 personnes, toutes polyvalentes et passionnées. Leur production est minutieuse et exigeante. En un an, 1000 ouvrages seront restaurés. Ça demande une méthodologie, ça demande une analyse de travail en amont. Et il faut pouvoir vraiment leur donner tout l'amour du travail artisanal, effectivement. Donc c'est des processus à l'opposé de l'industrialisation des livres de série en volume. Derrière cette porte, ce sont les livrets de famille des Niçois qui sont confectionnés et dorés à leur fin. D'autres trésors, comme les poinçons en laiton ou en cuivre d'époque, se cachent aussi ici. Une façon de faire perdurer l'histoire et le patrimoine local. On a tous les logos de la ville de Nice qui nous permettent de faire de la dorure à l'orphin, de la dorure au bronze ou autre. Et donc on conserve ça et on le passe, on va dire, de génération en génération. Et je pense que nos artistes le laisseront aux générations suivantes et on pourra les utiliser encore pendant des siècles. De véritables œuvres d'art à découvrir à l'occasion des Journées du patrimoine en septembre prochain. Ils sont en tournée mondiale cette année. Ils ne feront que 3 dates en France. Les Jacksons seront demain soir à Beaulieu-sur-Mer dans les Jardins d'Olivet pour le festival des Nuits Guitares. Les désormais 4 frères Jackson font revivre les standards des Jackson 5 et les grands tubes de Michael disparus il y a 10 ans. Avant de retrouver l'un des organisateurs des Nuits Guitares, on se met dans l'ambiance. Bonsoir Cyril Foucault. Les Jacksons, ils seront le 6 août prochain au Sporting de Monaco et ils sont aussi donc demain soir aux Nuits Guitares. Comment une petite commune, disons-le, comme Beaulieu, arrive à convaincre un tel groupe planétaire de venir ? Bonsoir. Eh bien écoutez, c'est un groupe que l'on contacte à la base comme n'importe quel autre groupe. Nous leur présentons l'historique du festival, le cadre exceptionnel. Et si on arrive à se mettre d'accord sur tous les points, on arrive à les convaincre de venir. Je crois qu'ils aiment beaucoup la région aussi, donc ça a dû jouer dans leur choix. Mais en tout cas, on est ravis de les accueillir demain. Je crois qu'ils ont le même producteur que Kool and the Gang, qui avait adoré Beaulieu et les Nuits Guitares l'année dernière. Exactement, ouais. Exactement. Donc on travaille avec le même agent, donc effectivement, si l'agent a eu un très bon retour de Kool and the Gang l'an dernier, il
il a dû forcément dire aux Jackson que le festival était beau, qu'ils étaient bien reçus et que tout s'était bien passé. Donc ça joue aussi dans le choix de venir. Alors c'est une ambiance particulière, hein, ces Nuits Guitare dans les jardins de l'Olivet. On l'a vu hier soir avec le concert de Kassav, qui était la première soirée de cette édition 2019. On s'est un petit peu éloigné de la guitare là pour privilégier l'ambiance, hein. C'est ça aussi le festival. C'est vrai. Bon, il y a toujours de la guitare d'une manière ou d'une autre, mais comme tout festival, la programmation évolue aussi avec le temps. Et voilà, recevoir un groupe comme Kassav qui a vraiment mis le feu hier, c'est assez exceptionnel parce que c'est un groupe mythique qui fête ses 40 ans de carrière. Donc c'était une superbe soirée hier soir et ça continue encore pour 2 jours. Et oui, ce soir, Kezia Jones, alors là on revient pleinement à la guitare. Comment on le présenterait? C'est un inventeur. Oui, l'inventeur du blue funk, c'est un artiste exceptionnel et qui sur scène donne tout ce qu'il a à chaque fois. Et donc ce soir, on n'a pas de doute que ce sera encore une très belle soirée. Donc ce soir, Kezia Jones aux Nuits Guitare de Beaulieu-sur-Mer. Demain, les Jacksons avec en première partie, je le précise, le niçois Mehdi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous souhaite un bon festival. Et que seraient les festivals de la région sans leurs bénévoles? Les Nuits du Sud avancent, c'est 20 salariés et 150 bénévoles qui se mobilisent pour que le public soit accueilli, ainsi que les artistes, pour la sécurité aussi et la restauration. Coup de projecteur sur ces petites mains à l'occasion de la soirée d'hier avec Hélène Maman et Frédéric Tissot. L'énergie communicative des Anglais de Check Check Go sur la scène enflammée du Grand Jardin. Voilà l'ambiance de travail ce soir-là des bénévoles des Nuits du Sud. Premier festival et toute première soirée pour Maëlys en poste au scan des billets. Je suis de la région et je me suis dit que j'avais envie d'être bénévole pour un festival parce que j'aime bien la musique et du coup ça me plaisait d'être bénévole. Avant chaque concert, c'est la distribution des tâches. Les bénévoles n'ont le droit ni de vendre des billets ni de toucher la nourriture, mais ils assurent tout le reste. C'est pas une garderie, s'occuper du restaurant, accueillir les gens qui viennent manger. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les vestiaires casques, les produits dérivés qui sont en bas de scène, dans le coin des mômes. Donc ça, les parents peuvent amener les enfants, ils restent avec eux, il y a des ateliers créatifs. 150 bénévoles mobilisés au total sur la durée de l'événement contre une vingtaine de salariés seulement, une grande famille bien précieuse. Ça, les bénévoles, très peu de choses seraient possibles aux Nuits du Sud. C'est vraiment, elles sont très importantes parce que c'est pas seulement les soutiens qu'ils représentent pour le festival, c'est aussi le travail qu'ils donnent et c'est vraiment fondamental. Pas de hiérarchie parmi les bénévoles, mais des postes plus ou moins valorisants. Le plus convoité, c'est bien sûr celui des loges où l'on côtoie les artistes parfois pendant des heures. Sins Emilia, ils ont passé l'après-midi là, sur le banc là. On était super gentils. Grand Corps Malade la semaine dernière, génial. Il était là avec toute son équipe, avec les jeunes acteurs là, qui sont en train de faire un film. C'est vraiment très bien. Et si les bénévoles prennent autant de plaisir à être là, c'est aussi parce qu'ils sont attachés à cette ville et à la place du Grand Jardin. Pourtant, la municipalité projette l'année prochaine de faire déménager le festival. Un lieu plus petit, ce serait risquer sa disparition. Le festival des Nuits du Sud, c'est place du Grand Jardin. Il faut que ça reste. J'espère qu'il va y avoir une intelligence collective pour dire que les Nuits du Sud doivent rester dans la place du Grand Jardin et dans les meilleures conditions possibles. Et ce soir, place du Grand Jardin, San Severino et Sister Sledge sur la scène des Nuits du Sud. Voilà pour les festivals toute la semaine. On a revécu l'histoire du cinéma à Nice à l'occasion des 100 ans des studios de la Victorine. Ce soir, on prolonge la célébration du 7e art avec cette exposition à Antibes, cette fois au musée Pennet. Des acteurs, ou plutôt des gueules d'acteurs, croqués par 6 dessinateurs très différents. Voyage dans l'univers du film et dans nos souvenirs avec Nathalie Jourdan et Richard de Silvestro. Faut reconnaître. Que de la gueule, d'acteurs, de grands acteurs. C'est du brutal. Des monstres sacrés qui boivent des trucs très très louches. Tu sais pas ce qui me rappelle? Cette espèce de drôlerie qu'on buvait dans une petite tôle de biennois, pas tellement loin de Saigon. Lautner, les tontons flingueurs, c'est ce cinéma populaire qui inspire le caricaturiste Charles d'Acosta. À cette époque, dans les années 60-70, il y avait quand même beaucoup de visages qui étaient assez atypiques et qui étaient déjà presque, pour certains, des caricatures lorsqu'ils faisaient leurs grimaces. Donc le travail était à moitié fait, si je puis dire. Et lui, vous le remettez? Le roi de la grimace, c'est des bruits de bouche.
Louis de Funès, croqué par Ricor. Il travaille au stylo bille, c'est-à-dire par croisement. Tant qu'il n'a pas obtenu le dessin qu'il souhaite, il continue les croisements et ça dure des heures et des heures et des heures. C'est vraiment un des 3-4 meilleurs caricaturistes du monde. Avec son compère mulatier, l'amoureux des westerns. Mulatier, Ricor. Les deux amis ont exposé dans le monde entier. Ils ont grossi les traits de dizaines de personnalités. Vous aviez à une époque les guignols sur une chaîne où les hommes politiques regrettaient de ne pas faire partie des guignols. Eh bien ici, c'est une sorte d'honneur pour les artistes, quels qu'ils soient, chansons, cinéma, d'être représentés par les caricatures. Les actrices ne sont pas épargnées. La reine des Targaryens a beau poser avec son fiston, le dragon, elle aussi est tournée en dérision. Exposition jusqu'au 31 octobre au musée Pennet à Antibes. C'est la fin de ce journal. Dans quelques minutes, l'édition nationale. Une journée de cauchemar pour les Français dans le Tour de France. À 2 jours de l'arrivée, Thibaut Pinot a dû abandonner à cause d'une blessure. Julien Alaphilippe a perdu le maillot jaune lors d'une étape alpine arrêtée prématurément par la grêle. Le Colombien Bernal est le nouveau leader. Et puis des milliers d'hectares de terres agricoles partis en fumée sous l'effet conjugué de la sécheresse et de la canicule. Les incendies se sont multipliés ces derniers jours. Des agriculteurs ont perdu toute leur récolte. On en reparlera dans l'édition nationale à 19h30. Et puis notez que l'alerte canicule est levée dans les Alpes-Maritimes et le Var ce soir pour donner place à une autre alerte jaune pour des orages à partir de demain. On en reparlera dans la météo juste après la journée des festivals en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Excellente soirée et excellent week-end. Retrouvez toute l'actualité de votre région sur paca.france3.fr.